Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la psychopathologie. Alors, nous avons vu jusqu'à présent donc les différents modèles que je te propose. Modèle du DSM avec les troubles, les états, et puis le modèle plutôt psychanalytique avec la structure, l'aménagement et les traits de personnalité. Dans les structures, on a vu névrose, psychose, perversion, addiction, état limite. Et dans la dernière vidéo, dans la précédente vidéo, nous avons vu les névroses, les différents aménagements de la névrose. On a vu la névrose obsessionnelle, où là, pour gérer l'angoisse, la personne se coupe carrément de l'angoisse, donc il va surpenser, il va être qu'avec la tête, et donc il va être pointilleux, etc., rigide. La deuxième névrose, le deuxième aménagement de la névrose, c'est d'angoisse. Donc là, il va vivre l'angoisse et ça va se transformer soit en attaque de panique, soit en trouble d'anxiété, en trouble d'anxieux généralisé. Une troisième manière de gérer l'angoisse, c'est avec la névrose phobique. Là, on balance l'angoisse sur un objet et c'est plus, elle est gérée avec, l'objet, l'angoisse n'est plus là, elle est projetée sur un objet extérieur. Et enfin, la quatrième manière, le quatrième aménagement de la structure névrose, c'est la névrose hystérique, où là, en fait, cette angoisse va être projetée sur une partie du corps et qui va transformer, soit ça va être converti soit en physique, donc avec des douleurs, des troubles de la sensibilité, etc., comme on a vu, la motricité, soit ça va être converti en psychique avec des troubles de la mémoire intellectuelle, etc. Voilà. Alors évidemment, je ne te donne pas d'éléments sur, une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'on fait. Après, c'est tout l'objet de la thérapie par elle-même. Là, je te donne simplement des informations sur comment ça fonctionne, comment ça marche, et pour te permettre de comprendre. Après, sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est tout autre chose. On va continuer à explorer ces structures. On va explorer les psychoses maintenant. Alors les psychoses, on va avoir deux aménagements principaux des psychoses qui vont être soit psychose aiguë, soit une psychose chronique. Alors, rappelons simplement que les psychoses, ce sont des maladies mentales graves. Tu n'en auras pas dans ton cabinet en règle générale, mais on ne sait jamais. Moi, ça m'est arrivé juste une fois où j'ai eu je me suis dit, tiens là, c'est curieux. C'est une maman qui avait amené son fils de 17 ans. Et justement, c'est là, justement, où il y a un certain type de psychose qui va se manifester. Et donc ça m'avait mis la puce à l'oreille. Et il y avait tellement de bizarreries que, du coup, avec toute la bonne volonté que j'avais simplement dit que j'estimais ne pas avoir les compétences pour travailler avec cette personne-là, parce que ça peut, on va le voir, engendrer des grosses complications. Donc ce sont des maladies mentales graves. Et toutes les sphères sont altérées, ensemble des spectres même. Donc on va parler au niveau intellectuel, au niveau social, affectif, la psychomotricité, la communication, l'imagination, les fonctions de base, tout ça, ça va être affecté. Il y a, par rapport à la névrose, la personne qui a cette structure névrotique a conscience de ses troubles. La personne qui a une psychose a absolument pas conscience de ses troubles. C'est sa réalité et parfois ces troubles sont vraiment bizarres. Il y a vraiment des choses en termes de perception qui sont complètement différentes. Ils vont souvent être repliés sur eux et être en rupture par rapport à la réalité extérieure. Généralement, il n'y a pas de filtre. C'est cru. C'est au sens littéral, quoi. Si tu leur dis ça va être important de couper le cordon avec ta mère, par exemple, il va prendre ce qu'il trouve comme cordon et il va couper. Donc ou alors si tu lui dis, il dit il a une boule il ressent une boule dans la gorge, c'est une boule dans la gorge et qu'il faut l'enlever, il va s'opérer quoi, il va l'enlever. Donc
il peut complètement nier son corps aussi. Et c'est pas mon bras. Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Et c'est pas son corps. Il n'a pas cette perception en fait. Il va mettre en place de toute façon un système de défense pour lutter contre l'angoisse. Et ce système de défense peut tenir. Ça peut tenir. Et les médicaments, en fait, les traitements médicaux là sont bien utiles dans des situations comme ça. Faut dire ce qu'il y a. Ça permet de tenir. Et ça permet de tenir un système qui tient la route. D'ailleurs, il y a des personnes avec une maladie peuvent vivre normalement. Et par contre, si ça lâche, eh bien, c'est ce qu'on appelle la décompensation. C'est ça une décompensation. C'est le système a maintenu un fonctionnement cohérent. Par contre, s'il y a un choc, s'il y a quelque chose, peu importe, et ça peut créer des décompensations. Et donc, c'est là le risque en thérapie, effectivement, c'est de ne pas avoir identifié quelqu'un qui pouvait présenter cette maladie, de faire un travail et puis que le travail fasse une décompensation. Alors ensuite, c'est directement en hôpital psychiatrique. Donc tu vois un petit peu la responsabilité. Maintenant, rassure-toi, ces gens-là, en règle générale, ne vont pas venir te voir, de toute façon. Ils sont pris en charge par d'autres biais, on va pas les prendre en charge en libéral. Et puis deux, ils sont pas forcément conscients de leur dysfonctionnement. Donc, je t'ai dit deux aménagements aux psychoses aiguës et chroniques. Et dans chronique, on va trouver également plusieurs manières, plusieurs éléments. Il va y avoir une manière dissociative et une manière non dissociative. Une psychose dissociative et une psychose non dissociative. Alors, dans la psychose dissociative, il y a perte complète de l'unité et c'est là où on va trouver les schizophrénies. Donc là, il y a une dissociation complète et à l'intérieur, c'est en morceaux. Si on demande à quelqu'un qui souffre d'une schizophrénie de se représenter, tenter qu'il puisse se représenter, il va représenter des morceaux complètement à droite, à gauche, de partout. Ça va être... il va y avoir un bras ici, il va y avoir un corps là, il va y avoir une tête ici. Bref, c'est pas relié, c'est dissocié. Et dans sa structure mentale, c'est pareil, c'est complètement dissocié. Et puis, il y a la psychose non dissociative, là où on va trouver la paranoïa, la psychose paranoïaque. On va trouver la paraphrénie, on va trouver les psychoses hallucinatoires. Et donc, dans la paranoïa, c'est personne a des certitudes, elle est certaine, hein, et c'est quelqu'un de très froid et ça fait froid dans le dos, quoi. Hein. Vraiment, si jamais elle considère que c'est toi qui es responsable de son mal-être, elle va tout faire pour éliminer le problème. Donc, paraphrénie sont des psychoses donc les plus adaptées socialement. D'ailleurs, sans doute hein, qu'il y a des grands artistes qui doivent être un petit peu dans cette rubrique-là, avec une imagination très riche. Ils ont énormément de créativité, ils sont extrêmement connectés. Donc lorsqu'ils ont réussi de par leur environnement, de par leur famille, et tout ça, ça maintient un système cohérent. Ils sont très bien, s'adaptent très très bien de manière sociale. Il va y avoir les psychoses hallucinatoires chroniques. Donc là, on va plutôt trouver chez des jeunes femmes, et ça se manifeste vers 30-40 ans. Donc hallucination sous forme auditive. Donc elle va entendre des critiques dans sa tête, des injures, et parfois c'est des gros mots très très crus, très très gros. Bref, elle va vivre des délires, mais ça va être vécu complètement passivement. Elle ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit, elle va juste être inhibée et elle va vivre ça, elle va vivre ses hallucinations en fait. Et puis, dans les chroniques, il y a ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive, et dans le DSM on va trouver ça sous forme du trouble bipolaire. Juste de savoir qu'il y a par rapport à ça, donc là, le trouble bipolaire tu connais, hein, c'est des hauts et des bas, une phase maniaque, d'hyper-excitation,
et puis une phase dépressive où là, on va vraiment toucher le fond. Et alors, faut juste savoir, intéressant, qu'il y a deux types de maniaco-dépression. Donc, si jamais un médecin ou une personne vient te voir en disant j'ai été diagnostiqué bipolarité de type 1, c'est important de savoir ce que c'est. De type 2, c'est important de savoir ce que c'est. Alors, le type 1, donc il y a une phase de dépression, donc elle touche le fond, voilà, elle est pas bien. Et puis après, il y a une phase maniaque, mais qui est plus en intensité vraiment hyper importante. C'est-à-dire que elle va partir, elle va claquer son fric, elle va griller sa carte bleue, ou elle peut partir du jour au lendemain. Allez, je peux tout faire, je pars au Brésil, je pars, peu importe, elle lâche tout, vraiment dans l'excès, et elle est capable de tout, elle a une énergie, et rien ne l'arrête, et là, ça peut provoquer, comme tu l'imagines, des dégâts. Et il y a le type 2, donc le type 2, c'est un trouble, donc la période de mal-être, de dépression basse, et comme le type 1, touche le fond, hein, c'est vraiment pas facile à vivre, ce truc-là. Par contre, la phase maniaque est plutôt hypo. Elle vit pas une phase excitée, une phase d'excitation trop intense. En tout cas, nettement moins que le type 1. Type 1, elle va faire des choses extravagantes, mais complètement, entre guillemets, irréalistes. Le type 2 va rester davantage consciente, quoi. Elle va plutôt, voilà, à un moment donné, elle va se dire, je peux tout faire, je peux partir, allez, je vais partir en vacances, quoi, voilà. Mais le type 1 qui part en vacances, il part à l'autre bout du monde, il laisse tout, quoi. Tu vois, c'est excessif. Et dans les psychoses, on va trouver les psychoses aiguës. Alors les psychoses aiguës, il y a un délire brutal, c'est généralement une bouffée délirante comme ça. Là aussi, on trouve davantage chez les jeunes femmes. Le jugement et la perception sont complètement erronés par rapport à la réalité extérieure. Et il y a une altération du sens de la réalité complet. Il y a un désintérêt de la réalité extérieure. Et il va y avoir des hallucinations, des interprétations, des imaginations, des illusions à s'imaginer des trucs. Bref, un délire brutal. Et si cette bouffée délirante, donc ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë, si elle dure dans le temps, eh bien, elle se transforme effectivement en psychose chronique dissociative et donc plutôt en schizophrénie. Voilà, pour dresser le tableau en fait des psychoses. Si je te parle un tout petit peu plus des schizophrénies, donc dans les schizophrénies, on va trouver différents syndromes. On va trouver 3 principaux syndromes. Le syndrome dissociatif, le syndrome délirant et le syndrome autistique. Donc, syndrome, hein, tu te souviens, c'est un ensemble de signes. Donc, dissociatif, c'est par rapport à la pensée, je vais avoir une pensée magique ou morbide. Par rapport aux fonctions affectives, j'ai complètement détaché, je vais plus du tout d'élan pour rien du tout. Ou alors, au niveau psychomotrice aussi, des bizarreries, des impulsions brutales d'un seul coup. Tu vois, ça c'est le syndrome dissociatif. Le syndrome délirant, ça va être plutôt, je vais reconstruire carrément la réalité pour expliquer mon vécu intérieur. Et là, il y a vraiment moult mécanismes. Mais si par exemple, je sais pas, j'ai une douleur quelque part, je vais peut-être imaginer que c'est pendant la nuit, j'ai été visité par des extraterrestres qui sont venus m'implanter des choses matérielles à l'intérieur pour m'espionner parce qu'ils savent que j'ai l'information qui m'a été donnée par Jésus et que etc. quoi. Tu vois, la personne qui souffre de névrose, elle peut jouer à être Jésus par exemple, de se prendre pour Jésus, mais elle sait qu'elle n'est pas Jésus, alors que dans la psychose, la personne qui se dit être Jésus, elle est Jésus, véritablement, elle est Jésus. Donc, elle peut, tu vois, ce qui peut se passer. Elle est vraiment. Et enfin, le syndrome autistique. Donc là, voilà, c'est le repli sur soi, la perte de contact avec la réalité, une indifférence pour tout,
la personne va vivre vraiment dans son monde intérieur, vraiment repliée sur elle-même. Et on va trouver 5 formes cliniques au niveau de la schizophrénie. Donc là aussi, c'est des termes que je te donne, au moins tu les auras entendus une fois. On va trouver une forme paranoïde. Donc c'est là, statistiquement, ça débute plutôt vers l'âge de 40 ans. Et là, attention, danger, un peu comme tout à l'heure par rapport à la paranoïa, enfin à la psychose non dissociative paranoïa. Ça va ressembler un peu, hein, là, il va être vraiment dans des délires complètement systématisés. Mais il va être super clair, il va être super logique, super rigoureux, et il va te donner les faits, il va te démontrer, il va faire des liens de cause à effet qui est logique pour lui, mais qui d'une réalité n'est pas logique. Et il va vraiment chercher à trouver le responsable de son mal-être, de qu'est-ce qui fait qu'il est mal. Et quand il le trouve, ça fait mal. Hébéphrénique, la forme clinique hébéphrénique. Donc, elle est importante à connaître, c'est là parce qu'elle arrive généralement vers 16-17 ans avec un ralentissement mental, un ralentissement donc de l'activité intellectuelle particulièrement. Ça va être des enfants, ça va bien se passer à l'école, et puis arriver au niveau du lycée, du bac, eh bien, ils commencent à ne plus suivre, ils commencent à se faire larguer complètement. Et là, attention. Alors parfois, les personnes, les parents disent ouais, c'est normal, machin. Oui, oui, dans la plupart du temps, oui, bien sûr, c'est normal. Bon, voilà, ça peut être un signe, quoi. Donc, être vigilant avec ça. Si voilà, t'as quelqu'un qui vient te voir, une maman qui amène avec elle un enfant, voilà, elle dit tiens, là je sais pas ce qui se passe, il est plus intéressé, il bosse plus à l'école, il a des mauvais résultats. Attention. Alors, ce n'est pas que le seul signe, hein. Il y a toutes les bizarreries à côté dans toutes les sphères à regarder, bien sûr. Mais toi, de ton côté, sois vigilant. Une autre forme clinique, c'est la dysthémique. Ça ressemble aux symptômes bipolaires, donc des hauts, des bas. L'éboïdophrénique, donc ou pseudo-psychopathique. Donc là aussi, tu vois, par rapport à des signes de psychopathie, quoi, finalement. Hein, donc attention, il y a du danger derrière. Et puis une forme clinique de catatonique. Donc là, voilà, c'est figé, quoi. C'est vraiment la personne ne bouge pas, elle est figée sur elle-même. Elle reste comme ça. Voilà, ce sont les 5 principales formes de la schizophrénie. Bien. On a fait un bon petit tour de la structure et des aménagements, hein, tu vois, on a vu les névroses, on a vu les psychoses aiguës chroniques. Donc, ça te permet de voir. Et si tu as un doute par rapport au fait que ça puisse être une maladie psychotique, eh bien là, tu réfères à un professionnel. Voilà, c'est vraiment le conseil. Maintenant, au niveau des addictions. Alors, quelques mots au niveau des addictions. Addiction, il y a l'addiction, du coup, la dépendance, hein, physique, psychologique, comportementale. Et ce qui se passe au niveau de l'addiction, c'est 2 structures, en fait, 2 parties. Au niveau de la psychose, on a vu que c'était des états qui étaient complètement dissociés, complètement séparés les uns des autres, et il n'y a pas de communication entre les différentes parties, hein. C'est dissocié, comme son nom l'indique. Autant au niveau des addictions, c'est comme s'il y avait 2 parties. Et elles sont pas complètement dissociées, donc c'est pas de la schizophrénie, elles sont connectées, mais ça communique pas entre elles. Et donc, la personne va se couper de ses états internes, de ses états émotionnels, et donc elle va couper complètement une partie. Ce qui va être important pour travailler avec ces personnes-là, c'est pas de leur supprimer leur addiction, parce que si tu leur supprimes leur addiction, eh bien tu leur supprimes le moyen qu'elles avaient de trouver la gestion de leurs émotions. Donc c'est pas ça du tout qu'il va falloir faire, c'est au contraire rétablir une communication entre les 2 parties. Par exemple, une partie sobre et une partie alcoolique. Et
ce qui se passe par rapport à ça, souvent on entend ah les alcooliques sont des menteurs, par exemple, des choses que j'ai déjà entendues. Mais non, parce que tout dépend euh, quelle est la partie à qui on s'adresse, et c'est pas du mensonge, c'est-à-dire qu'il y a de la sincérité. Il y a vraiment une partie qui quand elle te dit qu'elle ne boit pas, bah, elle ne boit pas parce que c'est la partie sub. Et la partie sub, elle n'est pas connectée avec la partie qui boit. Tu vois un petit peu le principe. Donc l'idée, ça va être de redonner du contrôle, de redonner du lien, de refaire de la communication entre ces deux parties. La perversion. Alors, cette catégorie de perversion, donc là, c'est le contrôle et la domination. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va chosifier la relation, quoi. C'est chosifier, c'est-à-dire la transformer en une chose. Et si jamais dans une relation, son partenaire le quitte ou la quitte, waouh, là, elle ne va pas supporter que la chose, elle est à elle, quoi, qu'elle se dégage. Et là, ça va créer là aussi, ça peut être dangereux. Donc, perversion aussi, attention à cette maladie-là, quoi. En cabinet, moi, enfin, ça m'est jamais arrivé de toute façon, et je vois même pas comment je pourrais travailler avec. C'est hors de mon domaine de compétences. Et enfin, les états limites. Alors, les états limites, là, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais pas te donner tellement d'éléments là-dessus. Parfois, c'est un peu quand les gens savent pas diagnostiquer ou ou identifier en fait de quoi ils retournent. Donc, on met ça dans état limite. En tout cas, les manifestations, c'est peu structuré. Ça a toujours besoin de soutien. Ça va se coller à l'autre tout le temps. Il va venir. Il a toujours besoin de moi. Tu vois, c'est un peu une glu, quoi. Et je te disais tout à l'heure que ça va être important de faire la différenciation entre les états limites et puis les troubles de stress post-traumatique, parce qu'il peut y avoir absolument les mêmes symptômes. Donc, si quelqu'un vient te voir en croyant que c'est un trouble de stress post-traumatique et puis que tu fais un travail d'hypnose par exemple et qu'en fait c'est un état limite, ça va pas du tout fonctionner, bien au contraire. L'idée c'est, quand tu sais pas, tu réfères à un professionnel, je répète. C'est quand même hyper fondamental. Donc, névrose. La structure des névroses, eh bien c'est je voudrais bien, mais je peux point. Il y a toujours quelque chose qui manque. Je vais chercher à combler ce manque. Et la manifestation, ça va être de manière obsessionnelle, hystérique, phobique ou angoisse. C'est la manière dont je gère l'angoisse. Les psychoses, il va y avoir des psychoses aiguës chroniques avec des psychoses dissociatives et non dissociatives. Alors, quand c'est dissocié, tu vois, c'est coupé, quoi. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication à l'intérieur. Et dans les psychoses, si jamais ça tient quand même, ça fonctionne, attention parce que le risque derrière, c'est de faire de la décompensation, donc de faire en sorte que boum, ça parte, que que ça augmente la dissociation. C'est pour ça que l'hypnose n'est pas du tout indiquée pour travailler avec des maladies de psychose. Sauf si tu es psychiatre, encore une fois. Et là, tu sais comment il faut faire, mais sinon, d'une manière générale, à partir du moment où l'hypnose génère déjà de la dissociation, bah tu vois, c'est extrêmement dangereux de faire ça parce que tu vas augmenter la dissociation. Au niveau addiction, c'est pareil. Au niveau addiction, ça va être beaucoup plus intéressant plutôt que de faire de l'hypnose, de permettre de recommuniquer, de refaire des liens, de reconnecter avec ces deux parties. Ensuite, par rapport à la perversion, ça c'est une autre paire de manches. Il y a besoin d'avoir des outils bien puissants et généralement, celui-là ne va pas te demander de l'aide non plus. Tu vas pas le voir en libéral. Et puis les états limites, eh bien, ça va être compliqué aussi faire la différence avec ça, le trouble de stress post-traumatique et surtout d'avoir des moyens pour l'aider. Donc en libéral, c'est pas évident non plus d'aider des personnes comme ça. Donc rappelle-toi, plutôt névrose, maintenant ça représente quand même bien 98% de la population. Et c'est eux que tu vas voir en cabinet. Donc
pense avoir plutôt obsessionnel, hystérique, phobique, angoisse. Et puis, à partir de là, tu comprends comment il fait pour gérer son angoisse. Et à partir du moment où tu comprends comment il fait pour gérer son angoisse, ben là, tu peux lui apporter de l'aide. En travaillant avec lui, quoi, en allant dans son sens, non pas en lui proposant quelque chose qui n'a rien à voir. Allez, encore une chose que je voulais te rajouter qui me vient là, c'est que par exemple, si quelqu'un vient te voir puis qu'elle te parle d'une, je sais pas moi, d'un traumatisme qu'il a eu, mais qu'il gère bien son traumatisme, ben c'est bon quoi. Ne va pas aller travailler sur ce traumatisme et laisse ce traumatisme tranquille quoi. Ça va être important de le travailler quand il va influencer. Mais il y a des personnes qui ont eu des traumatismes et qui fonctionnent très très bien, qui ont réussi à gérer, donc c'est ok quoi. N'allons pas ouvrir la boîte de Pandore. Donc, voilà pour ce chapitre consacré à la psyché, consacré à la psychopathologie. J'espère vraiment que ça t'a donné des notions, de la compréhension aussi. L'objectif n'est pas de tout donner, c'est juste pas possible, mais tu vois, à retenir de ces 3 vidéos, donc le DSM et l'approche psychanalytique, tu vois, avec la structure, il y a une structure, elle est telle qu'elle est. Après, il y a l'aménagement. En fonction de l'aménagement, on va pouvoir travailler cet aménagement et puis le trait de personnalité. Donc, tu vois bien qu'on va pas travailler de la même manière, par exemple, par rapport à une dépendance pour quelqu'un qui est névrosé que pour quelqu'un qui est addict. Tu vois. De la même manière que tu peux avoir aussi des personnes qui ont des psychoses et qui sont addicts, qui ont des addictions, qui ont des dépendances. Donc, beaucoup de précautions, mais j'espère que ça te donne de la clarté. En tout cas, c'était ça mon objectif. Je te dis à la suite, dans la prochaine vidéo, dans le prochain chapitre, on va regarder ensemble plus précisément le traitement des blessures, la gestion des blessures, pour pas dire des traumas, et on va voir un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais surtout comment ça se passe. On verra plus tard qu'est-ce qu'on fait avec ça. Voilà, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, dans le prochain chapitre.